Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. Salut. Comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dont on a pris beaucoup de retard justement, puisque là, on va parler des films qui sont sortis, qu'on a vus au mois d'avril. Les gens ne peuvent pas nous dire qu'on n'a pas le droit de spoiler, là, c'est pas possible. Ah non, les films sont sortis en avril, on est au mois de juin. Voilà, là on le dit dès le départ, on va spoiler comme des cochons. Comme dans toutes nos vidéos. Donc regardez en bas de la vidéo, vous avez toutes les petites affiches des films. Les films que vous dont vous ne voulez pas être spoilés, on vous recommande de les voir avant et de revenir nous voir après, c'est mieux. Je n'ai pas tout compris, mais je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, il a raison. Je pense qu'ils ont compris. Oui, ils sont un peu plus intelligents que moi, heureusement. Je dis rien. On va parler des films qu'on a vus au mois d'avril au cinéma, du coup. Hein. Exactement. Et je pense que tu vas commencer, Franck. Alors, au cinéma et potentiellement sur les plateformes. Des films qui ne seraient pas sortis en salle. Voilà, okay. Exactement. Très bien. Eh ben, j'ouvre le bal avec Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Ah, je l'ai vu. Ah bah voilà, tu l'as vu. Je l'ai pas noté, dis donc. Tu l'as pas noté, on va pouvoir en parler. Alors je l'ai vu, bah dis donc. Voilà. Alors, film à caca, film à pas bien. Je ne l'ai pas noté, c'est te dire à quel point j'avais envie d'en parler. Alors c'est... Moi j'ai un gros problème avec le film, parce que... Alors, à caca pas beau. À pas beau, à pas bien, à caca. Non mais voilà, c'est une critique constructive. Moi, j'ai un souci avec le film. D'abord, pour moi, c'est un film d'animation. Oui, dans lequel on a fait des inserts de personnages, et les personnages ne sont là que pour expliciter ce qui se passe. C'est-à-dire que grosso modo, ils expliquent « Ah, Godzilla, il va faire ça, Kong, il va faire ça. » on te fait apparaître Mothra. Quand on a vu Godzilla Minus One, là, l'effet de gigantisme n'y est pas dans le film. Pourtant, c'est quand même deux créatures immenses. Le sujet, l'histoire est assez, c'est vaguement obscur, les motivations de chacun. Tu sais pas trop pourquoi Godzilla veut casser la gueule à Kong systématiquement, qu'il fait sa litière dans le Colisée de Rome, Godzilla. Non, mais enfin voilà, c'est pas impressionnant du tout. Enfin, moi j'y allais pour j'y allais pas pour l'intelligence du scénario, j'y allais pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles. On en prend plein les yeux, plein les oreilles, mais de façon très désagréable, en fait. C'est c'est pas très très beau. Au niveau du son, ça fait du bruit, mais... et puis les acteurs sont pas franchement convaincants. Enfin, puis surtout, les personnages sont des archétypes, sont des caricatures d'eux-mêmes, quoi. Quand t'as l'espèce de geek, là, qui les suit... t'as l'espèce d'aventurier un peu sur le retour qui drague l'héroïne qu'on a pu voir dans Godzilla vs Kong, ou Kong vs Godzilla, je sais pas dans quel ordre ça va. Je m'en souviens, c'est difficile d'étayer un peu plus sur le film, dès lors que c'était pas vraiment satisfaisant, quoi. Bon, déjà, t'as osé faire un parallèle avec Godzilla Minus One. Non, mais oui, c'est pour dire que... Je vais embrayer là-dessus. Justement, la différence, pour moi, elle est flagrante et elle saute aux yeux quand on voit ce film-là, Godzilla X Kong. C'est que t'as une culture qui vénère son monstre, qui l'idolâtre et qui le respecte. Et t'as une autre culture qui en fait un produit de merchandising. Qui en fait un produit de merchandising, mais surtout qui ne la connaît pas et qui est blasée, en fait, de cette monstruosité qu'elle ne comprend pas fondamentalement, en fait. Oui, puis elle détruit... je trouve que c'est une culture qui détruit ses propres icônes, parce que King Kong, c'est une icône américaine, hein, avec l'Empire State Building. Godzilla, c'est une icône japonaise. Déjà, Godzilla, fait par les Américains... Godzilla étant une créature issue de la bombe, hein, de toutes les retombées de radiation nucléaire, ce genre de choses, on ne peut pas avoir la même approche du côté des vaincus que du côté des vainqueurs. Et cette même appréhension de la créature venant de cette catastrophe, en fait. Hein, non, si tu veux, ce que je trouve flagrant, pour prolonger mon propos, c'est à quel point, en fait, les Américains sont blasés de tout. C'est-à-dire que il n'y a qu'une seule chose qui compte pour eux, c'est de faire rire et de montrer des choses qui sont de l'ordre de la pop culture, quoi. Ouais, enfin, rire, c'est pas drôle. On est dans l'ère Fast and Furious, dans l'ère tout ce qu'ils font actuellement, où, en fait,
Comme par exemple En eau trouble, tu sais le film avec Jason Statham là, de requin. Oui, oui. Pareil, c'est vraiment le même genre de délire. C'est-à-dire on va te montrer des grosses bestioles, mais le but premier est simplement de divertir et de vendre des pop-corn dans les salles de cinéma. Ouais, mais c'est du popcorn, mais du popcorn pas bon. Oui, voilà, tu sais, celui qui a pris un peu l'humidité, là, qui est un peu mou, qui est plus croquant et qui est un peu dégueulasse. Celui qui est plus sucré et qui est plus gras, mais qui coûte moins cher. Non, mais enfin voilà, non, c'est pas bien. Enfin, tu sais, pendant la première demi-heure, j'ai plutôt aimé le film en réalité. Pour être honnête. Quand King Kong s'arrache dedans. Ouais, parce qu'en fait, quand il présente un petit peu le contexte, d'un côté il y a King Kong, de l'autre il y a Godzilla, puis il y a 2-3 apparitions qui sont sympathiques, et en fait, cette sensation de gigantisme, je pouvais l'avoir, même si bien évidemment comment te dire, le ton du film était vraiment là pour te distraire et puis te rendre un peu neuneux devant ton siège et c'est rigolo, tu vois. Ouais, mais... Parce que quand tu parles de rage dedans, c'est vrai que le prétexte est vraiment... Oui, non, mais non, puis c'est pas rigolo. Ils ont pas trouvé mieux. Non, mais c'est pas très rigolo, moi je veux dire, la façon dont les personnages sont amenés, notamment les humains par exemple... Oui, mais sont des caricatures, quoi. C'est des caricatures, mais des caricatures typiques du schéma hollywoodien. Oui, mais il n'y a pas d'enjeu dramatique, t'as pas d'émotion. Alors, évidemment. Si t'as cette vague tentative d'émotion quand sa fille adoptive décide de revenir avec elle... c'est un truc tire-larme à bloc. Moi, j'avais décroché depuis une heure. Ouais, non, mais moi, j'étais consterné déjà depuis le début. Je trouve que dès lors qu'il rentre dans le monde, justement... Alors, tiens, j'ai une question. Est-ce que ce monde-là, on le voit dans le précédent Godzilla vs Kong? Parce que moi, j'ai vu la série Monarch avec Kurt Russell et son fils Wyatt Russell. Que Wyatt Russell joue Kurt Russell jeune. Et où, justement, ils explorent ce monde souterrain, ce monde des créatures et tout. Du coup, si on n'a pas vu la série, est-ce qu'on comprend quelque chose à ce monde souterrain, à cette architecture Je sais plus, j'ai vu le précédent, mais je ne saurais pas répondre. Je me rappelle même plus du précédent. Non, je sais plus. Et puis alors, la bataille finale avec le singe un peu méchant là, dans la ville, enfin je veux dire... Et puis c'est pareil, t'as pas de dommages collatéraux, enfin il n'y a pas cette dimension humaine des catastrophes que ça implique, ils détruisent tout. Mais la ville est visiblement. Non, mais là, on part désertée, vraiment dans le fourre-tout. À partir de 40 minutes de film à peu près, on part dans du grand n'importe quoi quand ils viennent dans ce monde souterrain. Mais c'est très cynique. Enfin, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression qu'ils ne comprennent pas les matériaux qu'ils ont. Oui, c'est ça. En fait, c'est des gamins qui jouent avec leurs jouets, mais pour un ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Ils comprennent pas leur c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant du tout. Non, c'était pas bien. Et malheureusement, après, les enfants vont toujours prendre un peu de plaisir à regarder ça. C'est bien normal parce qu'ils ont peut-être pas le recul qu'on en a sur ces choses-là, la culture qu'il faut avoir derrière pour critiquer cet angle. Moi, je le montrerai pas ça à ma fille. Enfin, moi, mon fils l'a vu, il a aimé. Ouais, mais moi, je le montrerai pas parce que, c'est pas parce que effectivement il y a pas les enfants ont une exigence forcément moindre que nous que la nôtre qu'ils doivent forcément se nourrir de médiocrité quelque part. Tu dis ça, mais en même temps, t'es allé le voir, Franck. Non, mais mais bien sûr, je suis allé le voir. Donc, un enfant, c'est la cible. Toi, tu ne l'es pas. Ouais, je sais pas. Enfin, après. Si, quand même. Oui, non, mais je savais pas forcément que les enfants étaient. Quand t'as Godzilla qui va taper sur King Kong, c'est plus les enfants la cible. Oui, non, mais moi, je suis allé le voir parce que j'avais vu les autres et par curiosité. Mais après, moi, j'ai des curiosités malsaines, comme je vais voir tous les Fast and Furious. Il se trouve que mon fils m'a dit j'ai envie de le voir. Je n'allais pas lui dire non, tu le verras pas parce que c'est de la merde, tu vois. Bien sûr qu'il peut. Mais après, tu le vois et tu dis c'était vraiment de la merde. Tu dis t'as aimé, il dit oui, donc c'est très bien. C'est cool. On a passé un bon moment. Tant mieux pour lui, c'est clair. Du coup, moi je vais parler d'un autre film. T'as fini Ouais. Je vais parler d'un autre film qui s'appelle Drive Away Dolls, réalisé par Ethan Cohen, tout seul, sans son frère. Oui. Tu l'as pas vu? Non, pas du tout. Alors, moi je suis un peu mitigé sur le film parce que je trouve que c'est un film où Ethan Cohen s'autocite, enfin il autocite sa filmo avec son frère. D'accord. Donc on retrouve des tropes, on retrouve des éléments qu'on peut voir dans Arizona Junior, dans Fargo. On retrouve mais quoi, dans les personnages dans les personnages, dans les situations. On retrouve des mêmes situations qu'on va retrouver tout au long de leur filmographie. Et tout ça, je trouve que c'est finalement assez vain. On a vraiment l'impression d'avoir une coquille vide, où c'est un peu un pot pourri de ce qu'ont fait les frères Cohen, mais sans saveur. Et en fait, ils se renouvellent pas du tout. Et du coup, tu retrouves la patte Cohen, mais une patte Cohen qui est un peu délavée, quoi, un peu surannée et un peu sans intérêt, quoi. Enfin, Merde, c'est triste. C'est pas déplaisant à voir, si tu veux. Ça se laisse regarder.
c'est plutôt pas trop mal rythmé, mais c'est une succession quelque part de situations qui en fait une succession de sketchs quelque part, même avec les mêmes protagonistes, mais genre t'as toujours les deux malfrats dans leur voiture, ça rappelle un peu le duo qu'on avait avec Peter Stormare et puis Steve Buscemi dans Fargo. On retrouve ce même duo-là avec deux personnages qui s'entendent pas. On va retrouver des réactions quand ils se mettent à hurler. On retrouve la même avec John Goodman dans Arizona Junior, justement. Y a plein de choses comme ça qu'on retrouve. Et le film est... Ouais, c'est ça, c'est tout ça pour ça. Il court après une mallette qui contient... Alors, je vous révèle pas ce que ça contient, mais en fait, ça n'a aucun... Si elle contient un tapis, c'est gros. Non, ça contient pas un tapis ni une boule de bowling. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu vois un truc où c'est limite de l'autonostalgie sur... c'est de la citation. Et du coup, quitte à citer, autant revoir les films originaux. Ou autant citer d'autres auteurs aussi. Oui, mais moi je trouve que c'est un peu la maladie du cinéma hollywoodien de nos jours, d'avoir un regard toujours sur le passé, et de ne pas arriver à se détacher de ça, à faire fi des ancêtres, quelque part, de ceux qui nous ont précédés, pour proposer quelque chose de nouveau. On convoque sans arrêt le cinéma des années 80, 90, on fait revenir les acteurs vieillissants pour interpréter des rôles qui ont fait leur gloire dans ces années-là. Au nom d'une espèce de nostalgie, mais enfin, si on est nostalgique de ces films-là, il faut revoir ces films-là et pas essayer de refaire la même chose. Il faut plutôt rester sur une note positive plutôt que de filmer la dégénérescence ou la déchéance, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai un problème avec ce que j'appelle moi le nostalgic porn, quoi. On fait de la nostalgie. Et là, ce film-là, c'est un peu ça, c'est de l'autocitation. Et en fait, tu vois un film et tu as l'impression d'avoir déjà vu ça dans leur filmo. Donc c'est un film qui se distingue pas. On va dire que ça pourrait être, pour quelqu'un qui n'a jamais vu un film des frères Cohen, ça pourrait être un best-of, limite. Ouais, c'est ça, voilà. Mais les best-of, c'est jamais bien. Ouais. Tu sais, c'est... Donc, une compile, ou je sais pas comment... Comme il y avait ces CD-là, tu sais, la compile... là, ça fait un peu ça. Ça fait un peu cet effet-là. Mais c'est pas déplaisant à suivre, mais en même temps, une fois que tu as vu le film, tu dis, mais c'est vain. Enfin, je veux dire, il sert à rien, ce film-là. Je trouve qu'il sert à rien. Mais bon. Après, il met quand même en avant la cause un peu LGBT, entre guillemets, puisque ce sont deux lesbiennes qui sont en fuite, et le trait est quand même vachement appuyé là-dessus. Bon, moi en soi, c'est pas, enfin, moi ça me pose pas de problème, mais sauf qu'ils en font pas grand chose de ça. Donc ça pourrait être un couple hétéro, ça pourrait être un couple de gars, ça pourrait, enfin, ça n'apporte pas grand chose fondamentalement à l'intrigue. Donc je sais pas, c'est assez vain. Franchement, c'est assez vain. C'est dommage, hein. Enfin, j'y suis allé avec une réelle curiosité et surtout de voir. Je me suis demandé dans quelle mesure. C'était pas Joel Cohen qui a porté le talent au film du duo, quoi, puisque lui, Ethan Cohen. Alors, je n'ai pas vu c'est Macbeth qu'il a fait, qui était sorti sur Netflix, je crois, et que c'était Ethan Cohen qui l'avait réalisé seul. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Mais là, c'est Ethan qui essaie de faire du Joel et Ethan tout seul. Et tu sens que non, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, tu te demandes si c'est pas l'autre qui avait le talent, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a un souci au niveau de l'écriture. Voilà. Donc j'ai vraiment mitigé. D'accord, c'est dommage. Vraiment mitigé. Je suis triste d'entendre cette critique. Oh, tu t'en remettras, va. Non, mais quand même, vraiment, c'est deux réalisateurs que j'apprécie énormément. Oui, non, mais moi, donc, alors, j'ai pas toujours aimé tout ce qu'ils ont fait, mais effectivement, celui-là est un petit peu décevant. Tu veux en dire un ou j'en dis un autre parce que j'en ai vu un peu plus que toi. Alors j'ai vu un film par contre qui était plutôt bien, film de Jean-Stéphane Sauvert, donc réalisateur français qui a tourné avec Sean Penn et voilà, j'ai oublié son nom. Je l'aurais pas, je n'ai pas son nom. Qui a joué dans Ready Player One. Ready Player One, mais j'ai pas son nom. Bref. Donc, qui s'appelle Black Flies, où on suit des ambulanciers dans New York et qui interviennent sur des scènes quotidiennes d'accidents. Ça se veut être un remake Enfin, un remake.
Non, de À tombeau De À ouvert. tombeau ouvert Non, mais par contre, ça brasse les mêmes thématiques. On suit vraiment oui. un ambulancier, enfin 2 ambulanciers, un jeune qui prépare le concours de médecine, mais qui fait en attendant ambulancier volontaire, et puis un vieux de la vieille qui est joué par Sean Penn. Et il y a un petit peu cette confrontation de génération. C'est pas du tout comique à la buddy movie, hein, c'est pas du tout. C'est assez sombre, assez noir, mais c'est quand même un film qui se veut un hommage à ces gens-là qui travaillent, justement, qui interviennent sur toutes les scènes de crimes, d'accidents, et puis qui doivent gérer la détresse humaine sur le moment, et comment eux, ça les impacte dans leur vie. Donc il y a une approche qui est très documentaire, et d'ailleurs le réalisateur, je crois, s'était immergé aussi dans cet univers-là pour essayer de restituer au mieux le métier et la réalité du métier. Le film est assez sombre. Enfin, puis d'ailleurs, ça termine sur il y a une citation sur le nombre de personnes qui se suicident dans ce corps de métier-là, quoi. Ça doit être gay, ouais. Parce que non, alors c'est pas marrant, mais c'est assez viscéral. Hein. Quand tu regardes ce film-là, tu vis une expérience sensorielle parce que tu es avec eux tout le temps. Les plans, c'est des plans, des cadres qui sont relativement serrés. T'as très peu de plans d'ensemble, et à la toute fin, je spoil, désolé, mais à la toute fin, il y a un tilt, hein, donc un panoramique qui s'élève vers le haut des immeubles, et là, ça t'apporte une espèce de respiration parce que tu es vraiment enfermé dans le New York, et avec des cadres très serrés, donc il y a vraiment un caractère très oppressant dans ce film-là. Mais ça va avec le propos, donc mais c'est pas un feel good movie, hein, du tout. C'est assez sombre, c'est viscéral, mais en ça le film, je trouve, est très réussi du coup, par l'expérience, par le malaise qu'il génère chez son spectateur. C'est pas une expérience agréable, mais le film en ça est réussi justement. Est-ce que c'est mieux que Ambulance? Ah bah, ça n'a rien à voir, c'est anti-spectaculaire. Mais par contre, c'est assez. Il n'y a pas du tout d'action, genre. Bah, c'est cru, si, t'as l'action du fait l'action que l'action des interventions. De la réalité, de la réalité. Donc, mais c'est pas. Oui, il y a les chats qui se battent. Ouais, c'est pas pour du spectaculaire, c'est pas un film de divertissement, si tu veux. Mais c'est une plongée dans un univers. Non, mais voilà, on finit la vidéo, mais je le verrai quand même. Ouais, c'est un film à voir. C'est un film intéressant, mais c'est pas une expérience agréable. Voilà, enfin pour moi, ça a été assez oppressant. Et à la fin, t'es content que le film se termine, quoi. Donc voilà, mais Black Flies, ouais, c'est donc le réalisateur, donc Jean-Stéphane Sauvert, pardon. Je pense que c'est un réalisateur à suivre. D'accord. Voilà. Cool. Et toi? Ah, moi, je suis allé voir le film Frères. Eh ben, je l'ai vu aussi. Ah, bah c'est parfait, avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal. Yvan Attal, ouais. Tiré d'une histoire vraie. Oui, d'après. Tu veux pitcher un peu l'histoire? Non, je te laisse le faire. Alors, j'étais en train d'y réfléchir justement, et je sais plus le point de départ. Est-ce que c'est l'histoire de deux frères? Bah, disons qu'on se place dans 2 temporalités. Mais est-ce qu'ils sont abandonnés quand ils sont enfants? Je me rappelle plus. Bah, plus ou moins, enfin, là, disons que leur mère les laisse. Ah, ça y est, je l'ai. Les laisse dans un centre de vacances ou quoi. Il y en a un des deux qui pense avoir tué le père. Oui. Du coup, il se sauve. Et ils ne reviennent plus chez eux en étant persuadés qu'en fait ils sont responsables de la mort de leur père, de la mort de leur père, alors qu'en fait pas du tout, c'était un suicide. Et donc depuis ce jour-là, ils sont restés 7 ans, je crois, en forêt, en captivité, à survivre. Donc on va retrouver ces frangins X années plus tard, 40 ans plus tard peut-être, il doit avoir la cinquantaine. Oui, c'est ça, oui. Et donc un des deux frères apprend que son frère est allé au Canada, dans une montagne également, et ils s'étaient dit quand ils étaient enfants que c'est l'endroit où ils auraient aimé finir leur vie. Ouais, c'est ça. Donc il se dit, mince, si mon frère va là-bas, ça sent pas bon. Donc je quitte ma famille, je vais voir ce qui se passe. C'est Kassovitz qui est parti se réfugier dans la montagne, c'est ça, et c'est Yvan Attal qui délaisse du coup femme et enfant. Faire un petit peu le médiateur. Et qui délaisse femme et enfant, il assiste pas au 20e anniversaire de sa fille, ce qui crée un peu des conflits au sein du cocon familial pour aller rejoindre son frère. Qu'en as-tu pensé de ce frère du coup? Je sais pas. Enfin, j'ai un avis un petit peu mitigé. J'y suis allé parce que moi j'aime beaucoup Kassovitz, donc j'y suis allé pour lui.
c'est vrai que la relation, parce qu'en fait voilà, c'est qu'on navigue entre deux temporalités, entre leur enfance et une fois adulte. Et je trouve que l'arc quand ils sont adultes est probablement moins intéressant, je trouve, que quand ils sont enfants. Je Mais même s'il y a vais apporter une, une même nuance s'il par y a rapport un à ce que tu es en train de regard, dire. même s'il y a un regard en tant qu'adulte sur leur enfance, et Non, leur mais enfance conditionne. la nuance que j'aimerais mettre sur ce que tu dis, c'est que justement, moi je regrette que les passages où, quand ils sont enfants, ne racontent absolument rien. Bah, ouais, Absolument rien. enfin, disons que ça illustre. Non, mais si tu veux, les c'est moments des qui sont censés illustrations. être beaux, ils sont beaux parce qu'il y a du soleil. Parce que Ouais. sinon, l'alchimie entre les deux frères et les activités qu'ils font et ce qu'on te montre, Ouais, puis il y a des points qui sont laissés en suspens. Genre, il y a un des gamins qui a dû voir quelque chose à un moment donné, là, tu sais, dans oui. l'espèce de casse, là, et en fait, on ne sait pas. Oui, après, bon, qu'il y a un peu de, ce que- de Oui, mystère, oui. moi ça me déplaît pas. Oui, non, mais bon. Mais si tu veux, le film surfe toujours sur le même ton, et c'est ce qui me pose vraiment problème. Mm. Moi, j'ai pas aimé personnellement. Non, mais moi, Je me suis enfin, ennuyé, et en fait, ce qui m'a ennuyé, c'est que le ton est tout le temps le même du début à la fin, c'est juste déprimant. Et on va te faire déprimer, Ouais, alors que ouais, justement, il est censé te mettre en opposition des moments de... Quand il raconte mon enfance, quand Kassovitz dit à son frère... Enfin, j'ai plus le prénom de Kassovitz en tant que... Voilà. Ouais. Mais quand il dit à Ivan Attal, quand on était enfant, on a vécu notre meilleure vie, rien ne sera plus beau que ce qu'on a vécu. Mm. Bah, je suis désolé, mais ce qu'il me montre ne justifie pas qu'il ait vécu ses meilleurs moments de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien C'est sûr. c'est pas filmé de façon assez belle, c'est pas assez joyeux, c'est pas assez poignant. Il n'y a pas Non, d'émotion, mais je trouve, je quand suis tu les vois. d'accord. Non, mais je suis d'accord. Après, sur un plan émotionnel, ça marche pas. C'est pour ça que moi, quand je suis sorti du film, je savais pas trop quoi en penser. Mais, Je savais pas dire oui. si c'était bien, si c'était pas bien. C'est une histoire vraie, d'accord, mais Mais tout le long, ça déprime. ouais, oui. Tout le long, ça déprime. Les moments déprimants, ils deviennent basiques. Bah, ça Parce qu'en fait, ça déprime tout le long. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a pas Au bout d'un de. moment, t'en as marre que ça déprime. Il y a pas de contraste. Il n'y a en pas fait, de contraste. hein. Et ça manque cruellement de nuances. C'est dommage parce que l'histoire est. Putain. Alors, l'histoire vraie, elle est impressionnante. Vraiment, elle est Ouais, mais incroyable. C'est clairement, une histoire incroyable. Donc, faire un film là-dessus, c'était vraiment. C'était presque cadeau. Parce que l'histoire en elle-même suffit à faire un bon récit. Ouais, ouais. Donc, c'est dommage qu'il ait pas su en saisir la substance vraiment avec des nuances, quoi. Hmm. Ouais, c'est pas un film. Moi, je le recommande pas. Non, je le recommande pas non plus, mais. Ouais, je sais pas quoi en penser en fait. Je me demande s'il faudrait pas le revoir pour essayer Ah non, de- merci. Mais voilà. Non, merci. Bref, ouais, frère. Qu'est-ce que j'ai vu donc? J'ai vu La Malédiction, l'origine. Ah, Damien. Ouais, mais sans Damien du coup. Bah, sans Damien. Parce que là, c'est la maman Ah. de Damien qu'on suit. Qui s'appelle est- Brigitte. Non, je sais pas comment elle s'appelle. Je sais J'ai dit plus Brigitte comment au elle hasard. s'appelle. Il y a quelques bonnes idées, j'ai trouvé. Alors le film ne fait pas peur, mais après le souci c'est que moi ça fait très longtemps que j'ai pas expérimenté la peur au cinéma. Il m'a fait peur. Voilà. Je suis drôle. Ouais. Si, si. Et bon, si, moi, il y a juste un truc qui m'a posé problème parce qu'on va tomber dans un travers de plein de films. C'est que tu as une fin ouverte qui pourrait appeler, selon le succès du film, C'est dans l'air du temps. à une suite, à Une saga. une relance de franchise. Et je trouve ça. Pourquoi faire ça? T'es Enfin, encore je veux dire, étonné. non, mais voilà, faut arrêter de faire ça. Contente-toi de ton œuvre. Le film en soi est pas si mal. Il y a quand même quelques belles trouvailles, je trouve, notamment le rapport de cette religieuse donc, qui vient intégrer un nouveau couvent. Et dans ce couvent-là, donc il y a c'est un couvent qui fait école pour des enfants plus ou moins, enfin pour des enfants, des jeunes. Alors je sais pas s'ils sont orphelins à la base ou je sais plus. Et il y a notamment une gamine qui a des gros troubles psychologiques. Mais on apprend que donc il y a une partie des religieux, donc des bonnes sœurs et puis un curé notamment qui mettent en place tout pour la venue de l'antéchrist, tu vois. Donc il y a un côté église de l'ombre quelque part. Bon, ça c'est pas très nouveau, mais je trouve que la performance de l'actrice qui joue cette jeune religieuse qui intègre ce couvent-là et qui justement enquête parce que la gamine qui est un peu qui a des troubles psychologiques voire psychiatriques, du coup pose question et en fait, après, tu as un retournement de situation qui fait que c'est ce que tu croyais n'était pas forcément ce qui va arriver. Donc,
ça se laisse suivre sans, alors sans grand enthousiasme. Hein, je vais pas non plus encenser quelque chose qui doit l'être, mais c'était plutôt de bonne facture. C'est juste après la fin où là ils essaient de te raccrocher les wagons avec le film de Richard Donner pour faire en guise de préquel, tu vois. Ça c'est plutôt assez mal amené. Damien la malédiction, c'est Richard Donner? Le premier, ouais. Non, ça s'appelle La Malédiction. C'était Richard Donner? Damien, c'est le 2. Incroyable. Mais oui, c'est Richard Donner j'ignorais. avec Grégory Peck. Et donc, du coup, il te raccroche les wagons de façon assez... Il paraît qu'il était assez baraqué, hein, Grégory Peck. Ouais. Il te raccroche les wagons de façon assez maladroite, et c'est surtout qu'après, il ouvre sur une potentielle franchise, quoi. Et c'est pas... Ouais. Voilà, ça, toute la fin est assez bâclée. Mais il y a quand même quelques bonnes idées où on voit à un moment donné le démon. Il y a quelques bonnes idées. Ça pourrait être un bon film, un bon thriller fantastique quelque part. C'est bien, déjà. Mais après, il faut que ça vire on essaie de raccrocher les wagons et d'en faire une franchise, et ça m'a pas plu. Mais bon, ça se laisse regarder. C'est pas une purge comme l'Exorciste. C'est bien, c'est une bonne chose. Dévotion, c'était ça? Oui, Dominion. Non, pas du tout. Dominion, c'était le quatrième, ça. Non, mais même l'exorciste de Dominion, je crois que ça existe, mais je crois que c'est le quatrième. D'accord. Ou la version réalisée par Paul Schrader. Ouais. Je sais plus. Bon, bref, vous dans les commentaires, dites-nous. Voilà. Nous. Voilà, bon, c'est pas, ça se laisse regarder, voilà. Bon. Mais sans plus. Et toi, qu'est-ce que t'as d'autre vu? C'est pas français, mais t'as compris. Oh là. Je suis allé voir le film Heureux Gagnant. Qu'est-ce que c'est quoi donc? Alors, sur l'affiche, on te met Fabrice Eboué et Alexandra Lamy. Audrey Lamy. Ah oui, c'est ceux qui... Audrey Lamy, la petite sœur. Oui. Audrey. Oui. Je confonds les deux. Oui. Audrey Lamy et donc Fabrice Eboué. Oui. Film français, film à sketch, figure-toi. Oui. Mais ça, je l'ignorais. Dans la bande-annonce, ils te montrent pas que c'est un film à sketch. Pas du tout. Alors, c'est le souci des films à sketch. Publicité mensongère. C'est souvent inégal. Quoi. Et alors. Tu te rappelles du film à sketch dont on parle souvent, espagnol, qui s'appelle... Les Nouveaux Sauvages. Les Nouveaux Sauvages, ok. Qui était bien. Qui était très bien. Ouais. Et ben c'est du même niveau. D'accord. C'est-à-dire que je trouve que, hormis peut-être le deuxième sketch, ils sont tous d'une qualité quasi irréprochable. C'est vraiment super. C'était un grand moment d'humour noir. Alors si tu veux, en fait, le pitch, c'est qu'à chaque fois, le postulat de départ, c'est des gens qui gagnent à l'euro-million. Pour raconter un tout petit peu, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, en fait, par exemple, l'histoire avec Fabrice Eboué, c'est que c'est un mari complètement un loser, pas possible, qui est détesté par sa femme et ses enfants qui sont juste derrière, ils sont en voiture en train d'aller en vacances dans un bled paumé parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont voir leurs beaux-parents ou leurs parents, je sais plus, peu importe. Et en discutant, il sort un vieux ticket qu'il avait joué il y a longtemps et sa femme découvre qu'en fait ce ticket était gagnant. Sauf qu'en fait, pour le valider, il y avait 1 mois de terme de délai de validation, et qu'il se trouve que c'est le jour J, c'est-à-dire que c'est le dernier jour de ce mois où il peut valider son ticket, et que la société qui valide ferme dans 30 minutes. D'accord, ok. Et qui se trouve à 1 heure du lieu. D'accord. Donc t'imagines bien que en découvrant qu'il gagnait l'euro-million, il devient complètement fou, et qu'il va donc tout tenter pour essayer de se rendre et de bénéficier de l'argent. Je te dis pas, et comme quoi je vous spoil pas tout parce que je vous dis pas s'il y arrive ou pas. Et après tu as d'autres histoires, tu vas avoir une nana qui gagne à l'euro-million et c'est une nana qui est complètement neutre dans la vie, elle a pas trop de succès avec les mecs d'habitude et tout, et puis là en fait elle se fait renverser par un vélo, et c'est le pur beau gosse, tu vois, le mec qu'elle avait jamais rencontré de sa vie, de tous les jours, et il est adorable, il a 0 défaut. Et là sa meilleure amie lui dit mais attends... tu viens juste de gagner à l'euro-million, comme par hasard, tu sors, il y a un mec qui te rentre dedans en vélo, quoi, tu vois, donc c'est pas possible, c'est fake. Et donc là aussi, on va essayer de voir si vraiment ce mec-là est un vrai dragueur, ou s'il est là par hasard ou pas. Tu vas voir une petite histoire, la destination finale, où en fait, c'est un retraité qui regarde sa télé et qui découvre qu'il gagne au loto, sauf qu'il est très vieux, il en crève, arrêt cardiaque, et donc tous ceux qui travaillent gravitent autour de lui et se rendent compte qu'il est mort et se disent eh ben c'est cool, c'est moi qui vais empocher la cagnotte. Et elle se fait cramer, l'autre vient, on partage, il y en a un autre qui arrive, on partage, et il se retrouve à 4 ou 5 à avoir fait cette manipulation-là, et dont une personne qui ne voulait pas profiter des gains, qui voulait rendre à la famille ce ticket-là. Et il se trouve que ces personnages, les uns après les autres, vont mourir. D'accord. Et ils sont persuadés qu'en fait, s'il y a une malédiction, parce que tous les éléments qui font qu'ils crèvent est en lien en fait avec le nom du personnage principal, et ils vont y passer les uns après les autres, et puis... voilà, là non plus je ne vais pas en raconter plus, et
histoire très très drôle, un autre segment pour te dire que vraiment il y avait des idées dans ce truc-là, 2 terroristes qui partent pour se faire exploser. Mm. Dans le tram, en direction de là où ils doivent se faire exploser, le mec se rend compte qu'il a gagné à l'euro million. Je te laisse imaginer un peu ce qui peut se passer dans sa tête et que bien sûr sa foi s'envole en éclats. Et donc ouais, non vraiment c'était un moment d'humour noir vraiment grinçant, très très drôle. Et je te dis, hormis le deuxième segment, c'est tout du même niveau et c'est cool de faire des films comme ça en France quoi. Bah, tu m'as donné envie là. Ouais, et c'est dommage au final qu'on n'en ait pas plus parlé. C'est presque dommage qu'ils ne l'aient pas vendu comme un film à sketch parce que j'avais cette petite déception de voir qu'au bout d'un quart d'heure, bah tiens, il n'y a plus Fabrice Eboué, c'est bizarre. Et parce que j'adore ce mec. D'accord. Mais en tout cas, ouais, je vous encourage à voir Eurogagnant. C'est un super moi, ça film. me donne bien envie en tout cas. Civil War de Alex Garland. Vu également. Alors, je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Je pense que personne ne s'attendait à voir ce qu'on a vu. Du coup, ça a été un peu une déception. Je m'attendais à avoir un peu plus de présentation du contexte de cette guerre civile. Et en fait, on ne suit qu'un petit groupe de reporters et ils vont de segment en segment. Quelque part, c'est aussi un peu du film à sketch quelque part. Alors on est, en fait, voilà, c'est ça, on suit vraiment des reporters et on est à hauteur de vue de ces reporters-là et du regard qu'ils ont sur ce conflit, même si on ne sait pas grand-chose finalement de ce conflit. On ne sait... Et moi je pense que ce que j'avais envie de voir personnellement, c'est quelque chose à une échelle un peu plus grande, si tu veux, où on est un peu plus où on voit la guerre civile qui éclate, si tu veux, où on est une recontextualisation géopolitique, de comprendre un peu quels sont les enjeux dans cette guerre-là, qui oppose qui, quelle motivation, et de montrer les impacts sur la population directement. Et après, effectivement, le périple des journalistes. Mais je trouvais que en fait, pour moi, le champ de vision était restreint dans ce film-là. Était un peu trop restreint. Et pourtant, l'affiche, ou en plus, je crois que c'est la Statue de la Liberté, et même la bande-annonce te suggérait quelque chose de plus grand, de plus comment dire, avec un point de vue un peu plus haut et un peu plus large. Et en fait, quelque part, ce contexte de guerre civile n'en devient qu'un prétexte pour suivre ces journalistes-là. Ce film aurait très bien pu se passer dans n'importe quel autre conflit, si tu veux, confronté aux mêmes péripéties. Mais en fait, pour prolonger ce que tu es en train de dire, je trouve que c'est, comme tu dis, c'est un prétexte pour développer une histoire, mais c'est typique d'Alex Garland qui, au final, est le scénariste de 28 jours plus tard. Et bah là, il fait son 28 jours plus tard. C'est-à-dire que dans 28 jours plus tard, les zombies, les infectés, c'est aussi un contexte. Oui. Post-apo. Ouais, mais sauf que t'as je trouve que dans 28 jours plus tard, t'as puis c'est Danny Boyle qui réalise, donc c'est pas la même chose, mais où t'as quand même une vision d'ensemble qui est quand même plus élargie quelque part que la vision qu'on a là où on suit vraiment les errances, les atermoiements un peu psychologiques de Kirsten Dunst ou Kristen Dunst Kirsten Dunst. Je sais pas, il faut que je le revoie c'est un film qu'il faut que je revoie. Moi je l'ai vu 2 fois. J'en attendais beaucoup, en fait, et du coup j'ai été un peu dérouté par ce que j'ai vu et du coup je l'ai pas apprécié, je l'ai pas apprécié plus que ça, donc il faudrait que je le revoie en sachant que je ne vais pas avoir ce que j'attendais. Et du coup, essayer de mesurer un peu plus les qualités du film. Mais après, il y a effectivement ce côté, on va de situation en situation, et qui n'ont au final pas vraiment d'incidence les unes sur les autres. Oui, mais justement, je pense que c'est pour te dépeindre plusieurs contextes, et représenter ce que tu décris, ce que tu attends, c'est-à-dire prendre un peu de hauteur, te rendre compte qu'il y a plusieurs situations qui se créent avec ce même drame, en fait. Mais moi, j'étais un peu circonspect lors de la première lecture du film. J'ai eu envie de le revoir, justement, parce que à la fois, j'aurais pas su te dire j'ai trop aimé, tu vois, mais en même temps, il y avait quelque chose j'y repensais à ce film. Donc j'y suis retourné et j'ai pas boudé mon plaisir la deuxième fois. J'avoue que moi, j'aime cette relation, tout simplement entre la fille et la mère, et l'opposition que ça peut en faire sur... en fait, à quel point
la guerre peut modifier ou, disons, faire ressortir la nature humaine, et la nature humaine, c'est le sang, quoi, en fait. Hein. Le journalisme, au final, il n'est pas trop évoqué dans ce film-là, même si on suit des journalistes, c'est pas, je trouve que c'est pas le fond du problème. C'est plus à quel point l'humain peut devenir une bête. Mais moi, je suis d'accord, je suis complètement d'accord, mais on retrouve complètement ça dans les films de zombies, ou Walking Dead ou quoi. On pourrait d'ailleurs être dans un film de cet ordre-là, que ça changerait pas, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils vont de situation. Moi, c'est un peu le truc imaginé, c'est que ils vont de situation en situation qui n'ont pas d'incidence les unes sur les autres. Oui. Où au début, ils s'arrêtent à la station-service, là où il y a des mecs pendus et tout ça, et puis après, bon, ils s'en vont, et puis ils passent à une autre situation. Alors tu penses que ça n'a pas d'incidence, mais en réalité, ça forge justement le caractère de ce personnage le plus important du film, c'est-à-dire la jeune qui est novice et qui va à chaque étape aux horreurs. Voilà. Il y a un moment donné où il va y avoir justement une bascule, elle va voir quelque chose qui va la faire disjoncter, où elle va dire d'ailleurs à Kirsten Dunst, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit j'ai pris du plaisir, ou un truc comme ça. Au moment où elle sort cette phrase-là, on comprend que ça y est, c'est d'ailleurs, on le voit à la fin après. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est ces étapes-là, au fur et à mesure, tu sais, quand elle voit les corps qui pendent justement dans la station, c'est le premier déclencheur, quoi, si tu veux. Qu'est-ce qu'elle fait face à cette vision d'horreur? Est-ce qu'elle la photographie en ayant du dégoût mais je trouve que ou de la curiosité? C'est pas forcément très bien amené. Enfin, je sais pas, il y a une maladresse dans le truc, ce qui fait que, enfin bon, voilà, j'ai été déçu, mais il faudrait que je le revoie. Il faudrait que je le revoie et pour essayer d'en mesurer un peu plus. Bon, moi, j'aime bien Civil War, mais je trouve qu'il manque un poil d'émotion intense. J'aurais aimé être un peu plus pris aux tripes, et après j'aime le déroulé de l'action, j'aime la conclusion, mais il me déçoit un peu dans l'émotion. Ouais, enfin moi je trouve que tu as du mal à cerner quand même les enjeux, enfin bon bref, c'est... Il n'y a pas d'enjeu. Ouais, mais voilà, c'est peut-être un peu... Si ce n'est d'en découvrir sur la nature humaine, il n'y a pas d'enjeu. C'est un peu la scène qui reflète un peu cet esprit-là, c'est quand tu as les snipers qui sont en bas et qu'au loin, là-bas, dans une habitation, il y a un mec qui tire, mais pourquoi tu lui tires dessus? Bah t'es con, quoi, parce qu'il me tire dessus. Et tu vois, les enjeux sont pas plus élaborés que ça. Disons que j'aurais aimé un film plus... un film catastrophe quelque part, tu vois, avec où on mesure l'ampleur de la catastrophe et du coup ça accentue le côté... Enfin, tu comprends mieux ce qui se passe. En fait, je trouve que le film manque de recul par rapport à son sujet. Et donc, du coup, Civil War, quelque part, le titre est hors sujet. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une guerre civile, mais c'est vrai qu'il ne rentre pas dans le vif mais voilà, du c'est un contexte. sujet, C'est un contexte, mais le titre du film n'est pas le sujet du film. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu s'appeler autrement. C'est... Voilà. Enfin, bon, voilà. Mais intéressant quand... Enfin... Moi, j'avais très envie de le voir et voilà. Je pense que ma déception est à la mesure de l'attente que j'en avais. C'est ça le problème quand tu as trop d'attentes sur un film. Ta déception ne peut en être que plus grande. Qu'est-ce que j'ai vu que tu aurais pas vu? Monkey Man de Dev Patel. Donc Slumdog Millionnaire. J'en ai vu 10 minutes. Ça m'a suffi. Eh ben, c'était pas... Enfin, franchement, au niveau... Alors, on est dans du John Wick, quelque part. Mais... Sans charisme. Ah bah moi, j'aime bien Dev Patel. Ah ouais. Je trouve qu'il dégage quelque chose. Et je trouve que tout ce qui a été chorégraphie de combat, c'était assez nerveux. C'était assez plaisant. Pour un film assez vain au final, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant enfin c'est une histoire de vengeance quelque part, ouais, j'ai trouvé ça, je me suis pas ennuyé même s'il n'en reste pas grand chose au final. Donc c'est pour ça que je dis le film est assez vain, mais j'ai trouvé qu'il avait une esthétique soignée et la chorégraphie des combats et la violence des combats est assez... j'ai pris plus de plaisir devant Monkey Man que devant John Wick par exemple, tu vois. Ok. Moi, c'est pas le cas. Mais je te dis, j'en ai vu. Alors, je suis mal placé pour juger le film, évidemment. Mais j'en ai vu que 10 minutes et ça m'a suffi pour me dire, bah, c'est bon, j'arrête. C'est sans intérêt, quoi. Vraiment. Alors, j'ai peut-être pas regardé les scènes dont tu parles avec une chorégraphie surprenante. Parce que ce que j'ai vu en termes d'action, moi, ça m'a pas bluffé du tout, quoi. Ouais, ben moi, disons que comme j'ai une forme d'attachement pour l'acteur et tout, donc j'avais un attachement par rapport au personnage et je voulais voir ce qu'il en faisait et son histoire. Et c'est basé sur la mythologie, sur le conte Hanuman, cette espèce de... Cyril Hanuman ? Ouais.
de singes. Alors, je sais plus qui est un singe roi, ou je sais plus, enfin, je vais dire des âneries. Mais voilà, il y a tout ce conte-là en filigrane sur lequel lui il s'inscrit sur en fait la révélation où il devient un dieu quoi quelque part. Moi, j'ai bien aimé parce que on suit le destin d'un héros quelque part qui essaie d'avancer, qui chute et qui va se relever. Et c'est c'est le mythe du héros, tu sais, le héros aux mille visages là, de Joseph Campbell. On reprend un peu cette thématique-là. Donc il y a quand même une réelle construction du personnage. Même si c'est une construction somme toute assez classique. Mais écoute, en termes de divertissement, c'était plutôt sympa, sans être forcément jouissif ou sans sortir du lot, quoi. Ouais, non, sans véritablement sortir du lot, mais dans son genre, c'est plutôt un film que j'ai trouvé qui était plutôt pas mal, quoi. Bien, moi, je vais te parler d'un film d'horreur, parce que tu sais que j'aime ça, Oui. et que je vais tous les voir. Oui. Et je vais te parler du film Les Cartes du Mal. J'ai pas osé celui-là. Je vais t'en parler en 10 secondes. D'accord. Caca, pas beau, pas bien. Nul, Berk. Voilà. C'était la critique la plus élaborée que vous trouverez sur YouTube. Ouais. Aucun intérêt. J'ai pas envie d'en parler. Ouais, non, c'est Non, pas je bien. te jure, j'ai vraiment... Quoi, c'est pas des cartes divinatoires Oui, non, c'est nul. Non, j'ai pas envie d'en parler. Non, vraiment, Allez on perd du temps, merde. Allez mais ils aiment. Oui, mais je sais même pas quoi en dire, je te promets. Je l'ai vu, je l'ai aussi vite oublié. Je suis parti de la salle en me disant, mais qu'est-ce que c'est nul. C'est américain? Oui, ça bien sûr que c'est américain. C'est Blumhouse? Non, c'est pas Blumhouse? Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais, tu sais pas. Bon, c'est pas bien. Non. Du coup. D'accord. Bon. Les cartes m'ont fait mal. Des cartes t'ont fait mal. Moi, je vais te parler d'un film bien que tu as vu aussi, qui s'appelle Pas de vague, avec François Civil. Sur un prof, donc dans un... Il aurait pu s'appeler Pas de vis, mais ils ont préféré Pas de vague. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, il aurait pu s'appeler Pas de vis, en plus, double sens, ça me vanne. Donc l'histoire d'un prof qui se retrouve malgré lui à tort accusé de harcèlement sexuel, quoi. Complètement, oui. C'est ça. Et comment il va essayer de se dépatouiller de ces fausses accusations et comment il va galérer avec son administration pour essayer de... L'administration, ses collègues... Ouais, c'est ça, ouais, de se racheter, son entourage. Enfin, de se défendre, quoi, de se défendre purement et simplement. C'est un film intéressant qui est un peu glaçant parce que quand tu fais, je pense que parmi vous il y en a qui sont enseignants et je pense que ça doit être la situation, ouais, et puis non mais ça doit être une situation cauchemardesque. C'est comment tu te sors de ça et comment tu fais pour ne pas péter les plombs quoi dans cette situation. Ça montre à quel point on est abandonné de toute façon déjà. Ouais, non, mais c'est ça, non mais comment il est abandonné par sa hiérarchie, oui, c'est ça, comment il est. Alors je tiens à signaler avant même qu'on parle du film que le réalisateur... Oui, c'est celui qui a vécu ça. A vécu l'histoire qu'il raconte. Donc c'est d'autant plus poignant parce qu'on se dit, c'est vrai qu'il y a une espèce de vérité qui s'installe quand on regarde ce film. C'est quand même, ça semble tellement palpable, vrai quoi en fait. Hein. Et en fait le fait de savoir ça, je trouve que ça amplifie encore plus les émotions qu'on peut ressentir dans le film parce que, mon Dieu, il a dû en baver quoi. Mais le film, moi, me fait écho avec le film allemand que j'avais vu, La salle des profs, tu vois. Donc c'était un petit peu... comment un prof qui est accusé de quelque chose ou quoi va commencer à vivre un enfer quoi. Et j'ai trouvé la prestation de François Civil vraiment très bien. Super bien. Ouais, vraiment très très bien. Après le film s'arrête alors qu'il n'est pas totalement résolu. Ouais, mais tu vois, y a pas je trouve ça cool moi aussi. Hein. J'aurais aimé en voir un petit peu plus comment ça te laisse sur une sensation d'échec. Ouais, mais oui, complet, de non-réponse. Il n'y a pas de réponse à ça en fait, tu vois. Un côté en mode on est impuissant. Ouais. C'est terrible, c'est glaçant. Vraiment, hein, de se dire qu'on n'est pas aidé, que tant que l'État fera pas ce qu'il faut pour... ou alors tant qu'il n'y aura pas des gens courageux qui bosseront dans ce milieu-là, en fait, on se laisse bouffer, quoi. Et puis l'éducation engendre tout le reste derrière, donc c'est vraiment... ouais, c'est glaçant, quoi. Mais le film était bien, ouais. C'était super. Ouais. Une très très bonne surprise. Autre chose à rajouter sur celui-là ? Non, pas du tout. Bon, moi j'ai fini. Donc SOS Fantôme, la menace de glace. C'est pareil, j'ai vu le début. Je te laisse en parler, hein. Ah, pas bien. Non, c'est pas... Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est... il faut qu'ils arrêtent avec la franchise Ghostbusters. Non, mais sérieusement, enfin, puis
Puis on te fait revenir le cast d'origine. Bon, ça ça devient le fond de commerce, mais même là, ils sont en sous-jeu. L'intrigue est pas très intéressante. La résolution se réduit à un affrontement dans leur caserne, là, dans leur quartier général. Il n'y a pas vraiment d'ampleur. T'as un personnage un peu comique qui l'est pas, qui est plus agaçant qu'autre chose. Euh, de quoi ça parle? Alors de ce que je me souviens, tu as de ce personnage-là, je sais plus, je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais qui vient déposer, en fait, Dana Croyd, donc qui joue Raymond Stantz dans la trilogie originale et qui reprend son rôle là. Il tient une espèce de boutique avec des artefacts un peu magiques, un peu un tas de trucs. C'est un peu, tu te trouves dans la cave des Warren, quoi, tu vois, avec les objets possédés et tout. Et cet acteur-là, dont j'ai oublié le nom, lui ramène un objet de sa grand-mère. Il veut le revendre parce qu'il a besoin de thunes, tout ça. Et en fait, cet objet-là est, est en fait une prison qui renferme une entité plus ou moins maléfique. Un fantôme. En fait, le film commence où on est dans le New York des années 20 ou un truc comme ça, je sais plus. Oui, je sais plus. Et où justement il y a un peu une explication de cette orbe-là qui renferme cette entité maléfique. Et en fait, les Ghostbusters, dans leur caserne, effectivement, l'espèce de machine dans laquelle ils stockent les fantômes, bah, sature, mais sauf que... comment il s'appelle le Black? C'est Winston Zedmore? Non, je sais plus son nom. Bref, peu importe, il a ouvert un autre centre où il collecte les fantômes et puis il les étudie et tout ça. Et il ramène cette orbe-là qui fait tout déconner, ça relâche les fantômes. Mais en fait, il y a très peu de chasse Est-ce que c'est ça qui crée aussi la glace? Oui, c'est ça, enfin, c'est ce démon-là. Il y a les fantômes qui sont relâchés. Il y a le clin d'œil avec le fantôme glouton, là, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a qui l'appellent Bouffe-tout, mais je suis même pas sûr de... Enfin, bon, bref. Juste pour la blague, en fait, parce qu'il sert à rien dans le film. Et après, donc, du coup, tu as cette entité maléfique là qui apparaît, tout ça, et on fait revenir les anciens, et tu as Bill Murray, et ça me fait mal au cœur de le voir là, dans un rôle qui est absolument pas à sa mesure, et il reprend son personnage, mais il n'y a plus rien du personnage, si ce n'est Bill Murray lui-même, quoi. Mais... Après, est-ce que les Ghostbusters ont vraiment été des bons films? Même les premiers. Bah, le premier, Non, ça a été un avec succès. ton regard d'enfant, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce que si tu le découvrais sur le tard, vraiment, est-ce que c'est des bons films, tu vois? Enfin, c'est une question qu'il faut se poser aussi. Bah, je pense que pour moi, c'est un film de son époque, oui. des années 80, Oui. et il est parfaitement le reflet de son époque. Mm. Le 2 déjà était très problématique, Mm. et puis après, bah, ce qui est devenu après est pas terrible, quoi. Je dis ça tout en adorant les deux premiers Ouais, Ghostbusters, ouais, hein, mais mais, je me pose la question quand même. Je suis pas sûr que ce soit des bons films. bah, c'est un bon divertissement. C'est un Oui, bon mais peut-être divertissement que et ça aussi, c'est un bon divertissement pour les jeunes d'aujourd'hui. qui était assez généreux. Peut-être que je pour trouve. les jeunes d'aujourd'hui, c'est généreux. Non, parce alors que- non, bah alors ma Non. fille l'a vu Ouais. et elle a dit papa il est nul. Mais elle Ah. connaissait les autres d'avant, tu vois, donc. Non, mais elle parlait de toi alors du coup. Elle a dit à quelqu'un, papa il est nul. Ouais, c'est probablement ça aussi. Bref, enfin voilà, non, elle a pas aimé. Ouais. Je trouve qu'il est pas généreux. En plus, on te fait des clins d'œil au premier. On te retrouve le fantôme qu'il y a dans la bibliothèque, mais qui ne sert à rien, qui fait rien avancer. Et c'est ça, c'est que ça tourne un peu à vide et j'ai aucun. Alors si peut-être le personnage, peut-être le plus intéressant, c'est le fantôme d'une ado qui est morte. Donc où il y a vraiment cette réflexion sur l'au-delà, quoi, tu vois, sur la vie après la mort, qu'il n'y a pas du tout dans les autres techniquement, enfin en tout cas pas avec cette approche-là, mais ils en font techniquement pas grand-chose et non, enfin faut arrêter avec Ghostbusters, faut arrêter parce que ça, En tout cas, c'est pas pour toi. non, voilà, oui, je pense n'es que pas la cible. je suis pas la cible, mais même, enfin voilà, Pourtant, tu fais une très belle cible. ma fille qui a 9 Tu me ans. fais penser Oui, au méchant de Colin Farrell dans Daredevil. Daredevil, ouais, Daredevil. Voilà, donc non, Ghostbusters, le royaume de glace, la menace de glace, voilà, pardon. 20. 20. 20 sur 20? Non, VAIN, 20. Ah. Voilà, pas terrible, je ne recommande pas, mais après, si vous avez envie de le voir, voyez-le, hein, faites-vous votre propre avis. Mais, Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous les films
qu'on vient d'évoquer. Oui, parce que vous avez le droit d'avoir tout aimé ou d'avoir tout détesté. Merci à tous de Merci nous avoir à suivis. tous, et puis on se retrouve très prochainement dans quelques jours. Pour les films qu'on a vus en mai. Dans quelques jours. Voilà, dans quelques jours. Parce qu'en mai, on a fait ce qui nous a plu. C'est vrai. Et en avril, on s'est pas découvert d'un film. C'est vrai qu'il a fait froid en avril. L'été, enfin les chaleurs arrivent. Moi j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'il fait chaud, alors je sais plus. Il y a eu un hiver vraiment? Non, il n'y a pas eu d'hiver, mais on n'a pas eu très beau. Je pense qu'on peut oui, on continuer à discuter, raconter. Au revoir. Salut. Ciao.